Merci beaucoup, Vincent-Pierre. Alors, deux histoires distinctes, mais en même temps assez complémentaires, des expériences de terrain et aussi du questionnement sur la vision stratégique du DRH, du gestionnaire en matière de ressources humaines. Peut-être que Christian va maintenant nous apporter quelques idées et des pistes de réflexion pour nous amener à réfléchir après autour des questions que vous souhaiterez poser à nos trois conférenciers et ensuite à votre discussion de table. Merci, Christian. Donc là, je dois peser. Je suis très mauvais en technologie. Donc oui, effectivement, quelques pistes de réflexion. Écoutez, j'aurais pu mettre le nom de mes collègues aussi avec qui je travaille, mais compte tenu que je n'ai pas pu leur envoyer le PowerPoint suffisamment avant le temps, je n'ai pas osé les mettre dans l'embarras en présentant des choses avec lesquelles ils ne seraient pas du tout d'accord. Ce que je voudrais faire avec vous, c'est un peu discuter des implications que peut avoir le 4.0 sur la GRH. Je vous ai mis un petit truc, ça va te faire penser, Pierre, un peu, c'est le patron qui dit « Ah, ben j'aimerais ça voir une nouvelle base de données puis il dit ça à son employé. L'employé dit « Ouais, où il a vu ça dans un magazine. » Et là, il lui demande ben, quelle couleur tu vas avoir ta base de données? Il dit « Mauve. » Je pense qu'il y a plus de mémoire avec la couleur mauve. Donc, c'est juste pour ce que tu disais tantôt, Pierre, au sujet de souvent l'incompréhension par rapport à ce que c'est les nouvelles technologies. Ce que je veux faire avec vous, oui, 2 points pour l'essentiel, c'est la GRH à l'ère du numérique, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a plusieurs éléments qui ont été avancés. On parle des natives, donc de ces jeunes-là qui sont plus familiers. On parle des emplois. On parle aussi, ce que tu nous disais, sur l'impact que ça peut avoir sur les pratiques de gestion des ressources humaines. Puis ensuite, je voudrais vous fournir quelques données sur une recherche qu'on mène dans l'industrie aéronautique. Et je vais focuser sur un élément particulier. C'est quelles compétences pour les gestionnaires à l'ère du numérique. Et ça va revenir à la question que M. posait tantôt sur la question du leadership. Vous allez voir, ce n'est pas de l'énergie nucléaire, c'est des trucs que vous connaissez bien, mais c'est basé beaucoup sur des enquêtes de terrain. On a fait plus de 100 entretiens auprès des gestionnaires, auprès des représentants syndicaux, pour essayer de faire ressortir des éléments qui nous apparaissaient être essentiels par rapport aux gestionnaires qui sont, entre guillemets, proactifs dans les processus de changement. Donc, premier élément, c'est pas tellement clair, hein? Je pense que c'était mieux sur mon ordinateur, il me semble. Mais bon, quand on parle de gestion numérique et ressources humaines, premier élément, c'est qu'on parle des employés numérisés. Et il y en a plusieurs qui en ont parlé. On dit on va aller chercher les jeunes parce que les jeunes, ils sont plus connectés, ils ont plus de formation, ils ont des nouvelles valeurs, ils ont des nouvelles attentes. Pierre, il disait, ils sont paresseux, mais en même temps, ils veulent utiliser leurs nouvelles technologies. Donc, ils sont beaucoup plus familiers avec ces nouvelles technologies-là qu'une personne comme moi qui a un iPhone depuis à peu près 1 an et qui a encore de la misère à le faire fonctionner correctement. Mais ces jeunes-là sont souvent beaucoup plus alertes. Donc, premier impact du numérique, c'est sur les jeunes, leurs valeurs, leurs attentes, et ils veulent utiliser aussi ces nouvelles technologies-là. Le deuxième impact, on en a parlé un petit peu plus tôt, c'est toute la question des nouvelles formes de travail. On parle de plus en plus de travail virtuel, on parle des travailleurs nomades, on parle de toutes sortes de travail, puis on parle de l'impact que ça peut avoir sur les compétences. On parlait tantôt du travail des machinistes qui va se transformer, les compétences qu'ils vont devoir acquérir. Donc, il y a vraiment toute une dimension qui est très ressources humaines. Et il y a une troisième dimension qui renvoie plutôt à l'intégration du numérique dans les pratiques de gestion des ressources humaines. Ça fait longtemps que ça se fait, c'est pas nouveau, par exemple, l'optimisation de la gestion de la paye ou encore les dossiers des employés maintenant qui sont de plus en plus, c'est plus en plus standardisé, c'est informatisé, donc on parle souvent d'aspects plus opérationnels, mais il y a aussi des aspects plus relationnels où on demande aux employés à utiliser les nouvelles technologies pour même devenir eux-mêmes les propres programmeurs du système ou encore utiliser les services de gestion des ressources humaines qui sont plutôt informatisés. Donc, c'est décentralisé au niveau des superviseurs ou au niveau des employés. Donc, c'est une autre dimension importante quand on regarde la question des ressources humaines et l'intégration des transformations numériques des ressources humaines pour appuyer le 4.0. Et la troisième, c'est ce qu'on appelle, et ça, je pense que tous nos intervenants en ont parlé jusqu'à date, c'est l'aspect plus transformationnel
tu as mis l'accent sur cet élément-là. Donc, les données massives, les algorithmes décisionnels qui vont modifier de manière substantielle les pratiques de rémunération, les pratiques de dotation, d'évaluation du rendement, de la formation. Maintenant, on parle du e-learning, les sélections, on utilise des banques de données pour essayer de faire de la sélection. Donc, la fonction ressources humaines est en train de se transformer de manière quand même assez significative. Puis bon, ben pour les fins de cette présentation-ci, je me suis dit, je vais aller voir qu'est-ce que la recherche nous dit là-dessus. Est-ce qu'on a trouvé des choses intéressantes? Pas? Ou pas? Ou pas? Et bien sûr, c'est pas moi qui ai fait toute la recherche, mais vous savez, autant il y a des métadonnées, maintenant on appelle ça des méta-analyses. Et donc, il y a eu plusieurs méta-analyses qui ont été faites au cours des 40, notamment une dernière méta-analyse pour les gens qui sont en ressources humaines, qui seraient intéressés. Il y a une étude qui vient de paraître par Bodarouk, Parry et Fortmüller sur 40 ans de recherche sur le numérique en gestion des ressources humaines. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette recherche-là? Qu'est-ce qui est sorti? Ce n'est pas transcendant, mais c'est quand même intéressant de le savoir. D'abord, la numérisation de la GRH est assez largement répandue, mais souvent de manière assez fragmentaire. C'est-à-dire, c'est rare qu'on va avoir des systèmes complètement intégrés. Il y a une étude qui a été faite en Allemagne où on montrait qu'il y a 20 un assez bon échantillon d'entreprises, 20 des établissements n'y avaient rien fait, 20 avaient un système complètement intégré et 60 avaient des morceaux qui étaient reliés à un nouvel type de pratique de gestion des ressources humaines reliés à la numérisation. Ça varie selon les entreprises. Vous ne serez pas surpris que ça prend quand même des ressources, même si Dany nous disait tantôt qu'on peut aller acheter pratiquement chez Dollarama une espèce de système qui va nous aider. Mais ça prend quand même des sous et c'est les grandes entreprises qui sont capables d'avoir beaucoup plus d'investissement dans ce domaine-là. En ce qui concerne les conséquences, bien là, c'est très, très... les résultats sont équivoques. Est-ce que ça réduit les coûts? Dans certains cas, il y a des études qui montrent que ça réduit les coûts. Il y en a qui montrent que ça ne réduit pas les coûts. Est-ce que ça amène plus de collaboration? Il y en a qui montrent oui, ça amène plus de collaboration. Il y en a qui montrent que ça amène moins de collaboration. Est-ce que ça amène une responsabilité, une responsabilisation, une transformation des RH? Vraiment, on ne peut pas dire que les résultats sont systématiques puis tout va dans la même direction. C'est un peu messy, comme on dit en bon français. Hein? Ça va un peu dans tous les sens. Et là, ça nous amène, je pense, à un premier constat. Puis j'écoutais nos gens tantôt parler. Il me semble que ce qui ressort notamment, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme technologique. Ce n'est pas la technologie qui détermine comment ça va se passer, c'est aussi des individus, des acteurs qui sont derrière la transformation de ce numérique. Et c'est eux qui vont faire en sorte qu'on va avoir des conditions favorables ou des conditions plutôt défavorables. Et dans la littérature, donc, on met généralement 3 éléments. Puis là, vous allez dire, Christian, vraiment, là, mais c'est pas moi, c'est les recherches qui démontrent ça. 3 éléments clés. 1, l'appui de la haute direction. Si la haute direction ne suit pas, généralement, ça ne fonctionne pas. 2, l'implication des utilisateurs dans le processus. Il faut que ce soit les utilisateurs qui soient impliqués. Et troisièmement, puis je reviens à votre question de tantôt, c'est le leadership et les compétences des professionnels RH. Et là, il y a toutes sortes d'études qui sortent en ce moment sur quel type de compétences RH on doit développer, toutes sortes de firmes, consultants ou pas, qui essaient de mettre en place, qui essaient d'identifier c'est quoi les compétences. Et nous, on travaille là-dessus. Notre équipe de recherche, donc Blandine, Marc-Antonin Hébert, Lucie Morissette, Sarah Pérez-Lauzon, on travaille sur cette thématique-là. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de mieux comprendre comment fonctionnent les écosystèmes. Donc, on se situe à un niveau un peu plus régional. Et ensuite, on regarde comment les entreprises s'adaptent ou ne s'adaptent pas à ces changements-là. On essaie de mieux comprendre comment les entreprises peuvent innover en matière de ressources humaines. Donc, on se promène depuis, ça fait 2-3 ans qu'on travaille sur ce projet-là. Il est encore en cours. On a fait à peu près 150 entretiens avec une variété d'acteurs. Et jusqu'à date, on a fait des entretiens au Canada, au Mexique, en Belgique et en Espagne. Puis on veut voir comment, dans chacun de ces systèmes-là, les écosystèmes permettent aux professionnels RH, mais aussi aux gestionnaires de manière plus générale, à faire face aux défis auxquels ils sont confrontés. Alors, qu'est-ce qui ressort de notre recherche? On identifie 4. Vraiment, je suis pourri. J'aurais dit une chance que je n'ai pas mis le nom de mes collègues parce qu'ils auraient été fâchés. C'est absolument illisible. Donc, on a distingué 4 types de compétences. Capacité de médiation, capacité de réseautage, capacité de créer du sens et capacité d'expérimentation.
Et j'ai mis ici des petits trucs, mais avec aussi des citations pour illustrer un peu ce qu'on veut dire. La première, c'est la capacité de médiation. Donc, ici, c'est bien Dilbert qui dit « I love my coworker until they talk ». Mais c'est plutôt l'exemple inverse que je voudrais mettre de l'avant, c'est qu'on s'aperçoit beaucoup que les gestionnaires en ressources humaines sont souvent appelés à jouer le rôle de médiateur entre les employés, le syndicat, d'une part, comme l'a très bien montré l'exemple des roues DevTech, avec les, comment tu les appelais, les techies, où aussi, là, il faut essayer de les convaincre de l'importance des gestions des ressources humaines, mais ce rôle-là est fondamental, donc, de médiation. Deuxième, c'est le réseautage. C'est qu'il faut se mettre en réseau. Et vous seriez surpris du nombre de directeurs et de directrices de ressources humaines qu'on rencontre qui sont complètement isolés, qui ne sont jamais en contact avec personne. Tantôt, monsieur posait une question, comment on peut faire pour essayer de mettre les gens en relation les uns avec les autres. Il y a peut-être parce qu'ils sont surchargés, mais en même temps, ils ont de la difficulté à aller chercher les nouvelles façons de faire, les nouvelles manières de procéder en étant complètement isolés. Donc, APN le dit, Alta, tantôt, Pierre en a parlé, Danny a parlé pour aller chercher des idées, je parle avec mon collègue. Donc, cette idée-là d'être en réseau, je pense, est fondamentale. Troisièmement, excusez-moi, ça prend des créateurs de sens. Il faut donner du sens au changement en cours. Et on avait une citation que je vous laisse lire, mais d'un directeur général à Querétaro qui nous disait « Moi, ce que je sais, c'est qu'il faut que je change la volonté des gens, puis il faut que je change leur façon de voir les choses, la façon dont ils voient donc, c'est de faire ce qu'on appelle du sense-making, mais du sense-giving aussi. On donne un schéma interprétatif, puis en même temps, on essaie de le confronter à d'autres schémas pour faire adhérer les gens. Et donc, il faut donner un sens, parce qu'on est dans un contexte où il y a énormément de changements. On écoutait ça ce matin, puis on s'est dit, oui, mais il faut savoir où on s'en va, parce que si on ne sait pas trop où on s'en va, les employés et les autres partenaires vont avoir de la difficulté à suivre. J'arrive vers la fin. Mon dernier, ça c'est mon préféré, j'adore les chiens. Il faut aussi être expérimentateur. Il faut essayer des nouvelles choses. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Je ne sais pas s'il va réussir. J'ai l'impression qu'il prend beaucoup de risques en essayant d'aller par-dessus cette clôture-là. Mais néanmoins, il y a aussi toute cette idée-là. Puis Danny l'a bien fait ressortir. La même manière, Pierre, la présentation d'Yves Proto, comment il faut essayer de dépasser les limites et essayer d'expérimenter. Ce que j'ai retenu notamment d'Yves Proto, c'est quand il disait « Je demande à mes employés d'essayer, puis après ça, de réessayer, puis de transformer. » Puis donc, c'est une espèce d'expérimentation complète. Donc, c'est les 4 formes de compétences qui nous apparaissent essentielles quand on regarde nos directeurs des ressources humaines ou nos directrices des ressources humaines qui ont de l'influence dans le processus ou encore qui sont en mesure d'agir sur les changements. Ils combinent ces éléments-là. Souvent, ça peut être un individu, souvent, c'est des équipes aussi qui réussissent à combiner l'ensemble de ces compétences-là, mais sans doute pour aller vers le 4.0, aller vers la transformation dans les entreprises, il y a un certain nombre de compétences comme celle-ci qui doivent être développées. Ce n'est pas nouveau, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas la nouveauté du siècle, mais si auparavant, les directeurs de ressources humaines et les directrices étaient capables de s'en sortir avec 1 ou 2 compétences, je pense qu'à l'avenir, ils vont être obligés de mobiliser davantage de compétences pour faire ce qu'on disait tantôt, devenir un leader dans les changements qui touchent le 4.0. Merci. Merci, Christian.